Bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain et aujourd'hui, attention, ce sont les jeunes qui prennent le pouvoir avec un nouveau match politique et avec d'un côté Guillaume Brouquière qui est le responsable des jeunes populaires au niveau de la Haute-Garonne, donc les jeunes de l'UMP. Face à lui, Vincent Gibert, lui c'est l'ancien animateur des jeunes socialistes en Haute-Garonne, mais aujourd'hui il est responsable au MJS national de la riposte à la droite. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain et ce soir place aux jeunes, donc avec les responsables nationaux, on va en parler, et départementaux des partis de jeunes. Donc Guillaume Brouquière, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes le responsable des jeunes populaires, donc des jeunes de l'UMP sur la Haute-Garonne. Vincent Gibert, bonsoir. Vous êtes donc responsable national de la riposte à la droite au niveau du MJS et vous êtes l'ancien animateur des jeunes socialistes en Haute-Garonne. Excellent. On va démarrer. Politique gouvernementale, actualité de l'UMP et Toulouse 2014, cap sur les municipales. Voilà le programme de l'émission. Alors on va commencer par l'actualité, la politique gouvernementale. Je vais m'adresser à Vincent Gibert. D'abord, comment expliquer les mauvais sondages d'opinion? Alors on comprend bien, il y a la crise, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu l'habitude toujours d'avoir un temps où le président de la République élu, on appelait ça l'état de grâce, avait une période un peu de calme dans les sondages. Là, c'est pas le cas. Comment vous expliquez ça? C'est pas le cas, il n'y a pas d'état de grâce parce qu'il y a une grosse attente, il y a eu une grosse attente de la part des Français et une demande de changement qu'ils ont exprimée à travers l'élection de François Hollande. Et cette grande attente qu'on n'avait jamais vue aussi importante, elle est née d'un bilan de l'UMP qui était catastrophique. Et on n'a jamais caché pendant la campagne aux Français que l'état dans lequel se trouvait le pays était déplorable et que donc pour répondre à ces attentes qui sont des attentes immédiates et concrètes, il faut parfois un peu de temps pour remettre le pays sur les bons rails. Il faut parfois un peu de temps et c'est peut-être sur cette méthode, cette façon d'expliquer le changement qu'on n'a pas peut-être assez communiqué et qui donc fait qu'il y a peut-être un décalage entre l'action du gouvernement et ce qu'en comprennent les Français aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a peut-être un effort à faire en termes de communication ou de pédagogie de ce que vous faites? Oui, il y a toujours, de toute façon, je pense, un effort à faire en termes de communication. Il faut toujours être à l'écoute des Français, à l'écoute de ceux que l'on gouverne et qui vous ont élus. C'est normal, c'est la démocratie. Mais je suis certain que le cap a été fixé, que des premières mesures ont été prises et que les changements vont se faire sentir et commencent déjà à se faire sentir et que les enquêtes d'opinion, je vous donne rendez-vous d'ici quelques mois, seront bien meilleures que ce qu'elles sont aujourd'hui. Le rendez-vous est pris. Guillaume Brouquière, comment vous jugez d'abord ces premiers pas de François Hollande et comment vous expliquez donc ce qui se passe au niveau des sondages d'opinion? Alors je les juge assez sévèrement, vous vous en doutez. Moi je ne vais pas m'attarder sur les sondages d'opinion, je crois que quand on était au pouvoir, on ne les écoutait pas non plus. C'est vrai que ce n'est pas la rue qui gouverne, ce n'est pas les sondages d'opinion qui gouvernent, ça c'est évident. Donc bon, on pourra en discuter, mais je crois que ça montre quand même un certain désamour pour François Hollande. Il est là depuis 8 mois. Et je crois que les masques tombent aujourd'hui. Il a fait des promesses, il en a fait beaucoup. C'était le candidat des promesses, hein. Tous les observateurs l'ont remarqué. Les candidats sont les candidats des promesses. Certes, mais bon, Nicolas Sarkozy avait quand même des promesses un peu plus terre-à-terre et un peu plus réalistes. Je crois que c'est le mot. Et donc, sur beaucoup de choses qu'il a proposées, les Français se rendent bien compte que d'une part, ça ne sera pas tenu. Ça, c'est évident pour la plupart de ses promesses. Et d'autre part, c'est un président qui n'est pas au niveau en termes de charisme, en termes d'expérience. François Hollande et Jean-Marc Ayrault, ils n'ont jamais participé à aucun gouvernement de leur vie, avant maintenant où ils sont le couple exécutif. Barack Obama non plus aux États-Unis. Ça, je crois que c'est un autre pays. Et comparer Barack Obama et François Hollande, c'est vraiment pas gentil pour Barack Obama. Mais je crois que c'est surtout voilà, ce manque d'expérience et de préparation dans les réformes et dans la gestion d'un pays comme la France, la 4e ou 5e puissance du monde, qui est gérée par
par François Hollande. Moi, ça me faisait peur pendant la campagne, et là je vois que effectivement mes craintes se concrétisent de jour en jour sur beaucoup de sujets. On en parlera sûrement après. Il y a le style, il y a les réformes aussi, les cafouillages en permanence au gouvernement, les couacs, les ministres qui disent le contraire de ce qu'ils ont dit la veille, ou même le Premier ministre qui pratique ce jeu-là. Donc franchement, moi je suis désabusé quand je vois ça. Je me dis que c'est triste pour notre pays d'avoir une situation comme ça. Et même s'il y a quelques réformes à la marge qui sont bonnes, et là je crois que l'opposition qu'on représente à l'UMP doit le dire. Il y a eu notamment sur l'aspect international, je crois que François Hollande gère les choses comme l'ont géré tous les présidents de la Ve République, de manière correcte. Moi, j'ai pas trop d'opposition avec lui sur sa gestion des différents conflits dans le monde, par exemple. Voilà. Donc, ça on peut le dire. Donc ça veut dire que l'opposition frontale, elle est sur la gestion de la crise, sur la gestion de l'emploi, sur la fiscalité, etc. Bien sûr, on a un taux de chômage qui est au plus haut, je crois, depuis 99 ou 2000. L'INSEE prévoit 10,5 au deuxième trimestre de l'année 2013. C'est considérable. Je me rappelle lors du débat télévisé d'entre-deux tours avec Nicolas Sarkozy, François Hollande lui avait dit « mais finalement, vous n'êtes responsable de rien ». Et bien là, je vais lui retorquer l'argument. Oui, sauf qu'il était là depuis 5 ans, à l'Élysée. C'est vrai, mais là, il est responsable depuis 8 mois, on n'a jamais connu autant de chômeurs, et il n'est pas responsable. C'est la crise, c'est Nicolas Sarkozy. Donc il va nous ressortir peut-être jusqu'à la fin du mandat, mais à un moment, il va falloir ouvrir les yeux et se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour ce chômage-là? Est-ce que finalement, ce n'est pas les premières mesures qu'il a prises qui font augmenter ce chômage, de manière marginale peut-être, mais je sens, moi j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, oui, on a peur d'embaucher, on a peur d'investir maintenant qu'il y a les socialistes au pouvoir. Et ça, c'est une réalité, c'est pas... Vincent Gilbert, donc, ce que dit Guillaume Brinker, c'est que François Hollande serait déjà responsable de la crise déjà, une première chose, je crois que Guillaume a attaqué en disant qu'il ne fallait pas faire attention aux enquêtes d'opinion. Je pense que c'est une bonne chose, étant donné qu'un récent sondage qui est sorti plaçait Jean-François Copé parmi les personnalités les plus agaçantes de France, et que donc il fait bien de se préoccuper plutôt de l'aspect politique que de cet aspect-là. Une deuxième chose qui me dérange, c'est de dire que François Hollande n'est pas à la hauteur, qu'il n'a pas de charisme, parce qu'il n'a jamais été ministre, parce qu'il n'a jamais exercer de fonction d'État. Pour moi, c'est dévaloriser la démocratie. La démocratie, ce n'est pas fait pour être fait par des professionnels de la politique. Aujourd'hui, tu l'as très bien dit, enfin vous l'avez très bien dit, Barack Obama aux États-Unis est président de la première puissance mondiale sans jamais avoir exercé de fonction d'État. Il a été sénateur, il a été député, et je crois que rabaisser François Hollande à cela, c'est pas une chose qui, à mon avis, est un argument qui doit s'entendre. Simplement dire que François Hollande est aujourd'hui responsable du chômage en France après 8 mois de gouvernement, c'est un peu fort. Quand on sait que le bilan de Nicolas Sarkozy en termes de chômeurs, c'était 1 400 000 chômeurs de plus en 5 ans, ce qui faisait à peu près 30 000 chômeurs de plus par jour, c'est quand même le rendre responsable de ça, alors qu'on n'a eu que très peu de marge de manœuvre pour l'instant, c'est quand même un peu osé. Et puis il faut dire que s'il y a une feuille de route qu'a fixée François Hollande et Jean-Marc Ayrault, c'est celle de la lutte contre le chômage. Les premiers effets des 150 000 emplois d'avenir qui ont été créés vont se faire sentir. François Hollande s'est donné 1 an sur ce... Oui, François Hollande s'est donné 1 an pour inverser la courbe du chômage. Et aujourd'hui, il s'en donne les moyens, à travers les emplois d'avenir, à travers les contrats de génération qui ont été mis en place, à travers la Banque publique d'investissement qui va aider les entreprises à se développer ou à ne pas faire faillite. Tous ces dispositifs-là vont participer à inverser cette courbe du chômage, et le fait qu'il ait choisi une politique fiscale plus juste répartit aussi de manière plus juste les efforts et va nous permettre de remettre le pays sur les bons rails, surtout en termes d'emploi, qui est vraiment la priorité qu'a fixé le gouvernement et qui est une des attentes majeures des Français. Donc l'emploi, on est sur la mauvaise piste. Là, on vient d'entendre la réponse de Vincent. Ce qu'il a dit sur le bilan de Nicolas Sarkozy, moi je le réfute de A à Z. On a eu Nicolas Sarkozy était président pendant le gros de la tempête, c'est-à-dire le cœur de la crise. Aujourd'hui, on commence à en sortir. Bon, François Hollande arrive au pouvoir, je vais dire, quand il faut, parce qu'aujourd'hui la crise a été contenue par Nicolas Sarkozy. Et on sait très bien que le chômage est lié à la croissance. Évident. Nicolas Sarkozy a contenu la crise. On a eu une augmentation du nombre de chômeurs, c'est vrai, pendant son quinquennat, comme dans tous les pays européens. Et c'est, après l'Allemagne, c'est vrai, le pays qui a résisté le mieux
En Espagne, gouvernement socialiste, plus 150 ou 200% d'augmentation du nombre de chômeurs. On est aujourd'hui, je crois, à 22% de chômage en Espagne. Donc, c'est le pays qui a le mûrissé après l'Allemagne. C'est vrai qu'on aurait pu être les premiers, mais on est quand même les deuxièmes en Europe sur cette résistance pendant la crise. Donc, je crois que ça, on peut s'en réjouir. Après, sur François Hollande, je crois que ce qui a été dit, c'est pas les bonnes solutions. Les emplois d'avenir, c'est les emplois jeunes déguisés. Bon, je veux bien qu'on remette de la peinture, qu'on appelle ça différemment, mais c'est les emplois jeunes. Ça n'a jamais Alors les emplois jeunes qui permettaient quand même, on peut critiquer, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, oui, mais ça permettait d'avoir ce qu'on appelle la fameuse première expérience professionnelle, qui est souvent nécessaire pour entrer dans le monde du travail. Effectivement, dans la théorie, on peut l'entendre comme ça, mais dans la pratique, on sait comment ça. Dans la pratique aussi. Non, on sait très bien comment ça a marché. Les emplois jeunes, il y a eu des enquêtes qui ont été faites dans de très bonnes émissions qui ont été faites là-dessus. Les jeunes avaient certes pas un emploi pendant 6 mois, 1 an, puis après ils se retrouvaient sur le marché de l'emploi au chômage et ça n'avait strictement rien fait parce qu'ils n'avaient pas eu de formation. L'important, c'est la formation des chômeurs, c'est ça qui est important. C'est pas leur donner un emploi de balayeur ou pendant 6 mois. Ça va les aider à vivre pendant 6 mois, c'est vrai. Les emplois d'avenir, c'est quoi? C'est les emplois jeunes numéro 2, le retour? Mais c'est un retour sous une certaine forme des emplois jeunes qui avaient prouvé leur efficacité. Puisque une des premières difficultés des jeunes qui veulent rentrer sur le marché du travail, c'est qu'on leur demande d'avoir de l'expérience professionnelle. Et pour acquérir cette expérience professionnelle, les emplois jeunes sur ce terrain-là ont rempli leur mission. Et on sait très bien que la majorité des personnes qui étaient en emploi jeune ont pu avoir après un parcours professionnel beaucoup plus sécurisé et meilleur que ceux qui n'avaient pas eu accès à ce dispositif. C'est tout simplement une façon de faire le premier pas à ces jeunes qui est si difficile, et Guillaume doit le savoir puisqu'il doit croiser lui aussi des jeunes quand on rentre sur le marché du travail. Voilà. On va voir si Guillaume a les yeux bandés, puisqu'après avoir tapé sur la politique gouvernementale, on va parler de l'actualité de l'UMP. Alors Guillaume, va falloir nous aider à y voir clair. Vous avez eu une campagne interne pour élire votre président. Donc, il y a une campagne d'ailleurs qui s'est relativement bien passée. Une fin de campagne un peu plus agitée, une élection pour le moins contestée, où au final on n'a pas su qui avait réellement gagné. Aujourd'hui, finalement il n'y a pas de vainqueur, on revient aux urnes en septembre. C'est quoi? C'est un aveu d'échec de la part de l'UMP? Non, il y a deux choses dans votre question. C'est pas un échec et c'est pas un président contesté. Je vais m'expliquer là-dessus. Pourquoi c'est pas un président contesté? Parce que ça y est, il y a eu un accord entre François Fillon et Jean-François Copé. Ça a pris du temps, je suis d'accord, je ne vais pas y revenir. Il y a eu assez de commentaires et de commentateurs là-dessus. Ça a fait couler plus d'encre que nécessaire. Mais une direction collégiale, donc ça prouve qu'il est contesté, sinon elle ne serait pas. Bien sûr, il y a eu des contestations. Je pense que tout le monde le sait. Je pense que tout le monde est au courant de toutes les contestations qu'il y a eu. Je pense que les médias en savent plus que moi là-dessus. Bon, je ne vais pas y revenir, ça c'est pas très intéressant. Il y a eu un accord qui a été passé entre Jean-François Copé et François Fillon. Il est mis en application. Je crois que maintenant c'est terminé. Il faut aller de l'avant. Jean-François Copé est le président. Il n'y a pas de risque avec une nouvelle élection de repartir. Peut-être, mais je vais y répondre. Jean-François Copé est le président élu de l'UMP. François Fillon l'a reconnu dans cet accord-là. Donc jusqu'en septembre, c'est notre président. Tout le monde s'est rangé derrière lui. En septembre, il y aura de nouvelles élections, avec des élections plus ouvertes, avec notamment, je pense, une réforme importante du système des parrainages, qui est un mauvais système. Et pourquoi il y a eu cette... Donc, qui n'a pas permis à Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet et Henri Guénaud d'être candidats. Voilà, d'autres personnes qui pouvaient peut-être prétendre à ce poste de président de l'UMP. On a beaucoup de talent à l'UMP. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est changer tous ces statuts qui sont trop vieux. Ils ont été faits en 2002, on est en 2012, 10 ans. C'est des statuts qui ont mal vieilli et qui ont été faits pour un seul candidat, c'est vrai. Donc aujourd'hui, il faut les changer. Et Jean-François Copé et François Fillon se sont donné quelques mois pour y parvenir avec une équipe collégiale, pas à eux deux. Donc je crois que c'est très clair, c'est net, c'est propre et j'espère que tout se passera bien dans les prochains mois et que l'élection au mois de septembre sera bien mieux organisée que celle qu'on a eue au mois de novembre et qu'il n'y aura pas toutes ces querelles et qu'on reparte plus fort après cette tempête. Donc c'est l'apprentissage de la démocratie à l'UMP, c'est un peu ça. Bien sûr, on voit le congrès de Reims du Parti Socialiste, c'était la même chose. Ça a même été pire parce que Martine Aubry a été élue première secrétaire, il y a eu beaucoup de livres là-dessus, avec au final moins de voix que Ségolène Royal. Et tout le monde l'a dit après, elle a été première secrétaire alors qu'elle était minoritaire en nombre de voix. Et ça c'est grave. Alors que nous à l'UMP, par contre ils n'ont pas connu les mêmes secousses en interne que vous avez connues après quand même. Une fois que l'élection a été passée,
C'est vrai, peut-être, mais elle était quand même, Martine Aubry a été contestée, il y a eu beaucoup de bouquins là-dessus, entre autres. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'important à dire. Il y a eu des problèmes pendant 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, c'est vrai. Maintenant, c'est apaisé, il n'y a plus de soucis, on va repartir dans l'opposition, on n'aurait jamais dû la quitter. Je crois que c'est ça aussi qui nous a fait du tort. Donc en septembre, vous aurez une direction clairement légitime. Dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, tout ça sera terminé. Il y aura la direction collégiale qui sera mise en place autour de Jean-François Copé, les soutiens de François Fillon, et on repartira dans notre travail d'opposition d'ici 15 jours, même pas. Voilà. Vincent, comment on regarde du côté socialiste? Écoutez, je crois que la seule bonne nouvelle et le bon enseignement que peut tirer Guillaume de cette élection, c'est que jamais on aura autant entendu parler de la fédération UMP de Toulouse que lors de cette élection interne, puisqu'elle a été citée à de très très nombreuses reprises parmi les fédérations à conflit dans cette carte de France. Ou sinon, comment est-ce qu'on regarde cette élection? Pour relativiser, c'était suite à une vingtaine de non-signatures. Or, il y avait... Je m'expliquerai après, je laisse finir. J'aime bien laisser parler mes interlocuteurs. Voilà, non, mais c'était simplement une boutade. Non, de l'extérieur, on regarde ça avec dépit. On préférerait avoir une opposition constructive qui soit présente sur un autre terrain que sur celui des invectives internes comme on a pu le voir chez eux. Et puis, c'est un vrai apprentissage de la démocratie pour l'UMP, qui n'est clairement pas un parti avec une tradition de dialogue comme peut l'avoir le Parti socialiste. Le congrès de Reims, s'il a été difficile pour les socialistes, n'a pas donné lieu à autant d'étalage médiatique, à autant de noms d'oiseaux envoyés de part et d'autre par médias interposés, et puis les instances du Parti socialiste étaient conçues de telle manière que nous avions des instances capables de trancher des conflits, et une fois que ce conflit a été tranché, une fois que ce conflit a été tranché, le parti s'est remis en marche, et de très bonne manière d'ailleurs, derrière Martine Aubry. Simplement, c'est juste l'image d'un parti qui n'est pas habitué à dialoguer. C'est un parti qui était dirigé et dont les statuts étaient faits pour un homme, qui était Nicolas Sarkozy, qui en était le président, il ne voulait qu'une seule figure. Et que la difficulté, à mon avis, qu'il y a entre Copé et Fillon, c'est que personne ne veut lâcher justement ce leadership, parce qu'ils ne sont pas habitués au dialogue, parce qu'ils ne sont pas habitués aux concessions. Les motions sont toutes récentes à l'UMP, c'est quelque chose que l'on pratique depuis très longtemps chez nous, et qui permet d'avoir un débat qui, à mon avis, est intéressant tant qu'il reste dans le cadre du parti et tant qu'il se passe d'une manière correcte. La dernière chose que nous regardons, nous, de l'extérieur, c'est l'inquiétude vis-à-vis de la ligne politique qui est arrivée en tête à l'UMP, la motion de la droite forte. Celle portée par Geoffroy Didier et Guillaume Pelletier. Et Guillaume Pelletier qui est passé par d'autres partis un peu moins fréquentables que celui de l'UMP, qui veut par exemple supprimer l'aide médicale d'État, qui veut par exemple faire inscrire dans la Constitution française que la France est un pays de tradition chrétienne. Enfin, c'est plutôt ce côté-là, sous un regard politique, ce qui nous inquiète à l'UMP, que leur bisbille interne dont on ne se préoccupe pas. Et d'ailleurs, il faut le souligner, c'est en Haute-Garonne que Jean-François Copé a réussi un de ses plus beaux scores, le 5e meilleur score, 62%, oui. Et c'est un des meilleurs scores aussi de la motion portée par Geoffroy Didier et Guillaume Pelletier, qui a fait 33% sur 6 motions à Toulouse. Bon, ça, je vais en parler juste après. Bon, ce qui a été dit, c'est assez paradoxal sur la démocratie à l'UMP, parce que votre secrétaire, comment vous l'appelez, premier secrétaire du PS, pardon, qui a été élu par 3 personnes dans un conclave. On a mis un peu de fumée à la fin, et puis il a été élu. Il n'y a pas eu de vote des militants. Pas du tout. Les militants ont voté pour les motions, et le tête de liste des motions a été élu premier secrétaire. C'était quelque chose de très clair, c'était des règles qui étaient fixées au départ. On a choisi d'élire un président au suffrage universel, ce qui n'a pas été choisi par le Parti socialiste, mais c'est autre chose. Je crois que ces élections ont montré quand même une participation importante, donc ça c'est quand même bien de le souligner. Après, on ne va pas revenir sur des petites querelles. Moi, ça m'intéresse pas qu'il y aurait eu des fraudes dans certaines fédérations. En Haute-Garonne, il n'y en a pas eu. Ça, je peux vous le dire, je vous le redirai tant que je serai vivant. Il n'y en a pas eu. Oui, donc, arrêtons avec ça. D'accord, Guillaume, mais la dernière question qui était posée par Vincent, c'était sur la ligne qui était choisie par l'UMP. Or, on se rend compte, c'est ce qu'on disait au niveau des chiffres, que la Haute-Garonne fait partie des départements qui ont le plus voté et pour Jean-François Copé et pour la motion de la droite forte.
Alors, est-ce que cette ligne est inquiétante? Non, voilà, non, c'est ça la bien question. sûr que non. Mais pourquoi on a fait un bon score en Haute-Garonne? C'est pas que les adhérents sont plus amateurs de Jean-François Copé que dans d'autres départements, c'est qu'on a fait une bonne campagne. Avec mon ami Xavier Spanghero, qui reçoit des jeunes actifs, on a fait une excellente campagne, une campagne de terrain, on est à la rencontre des adhérents. Et je crois que c'est ça qui a fait ce qu'il faut le dire, vous étiez l'un des deux responsables de la campagne Jean-François Copé à Toulouse. Exactement. Moi, je soutiens Jean-François Copé pour cette politique de droite décomplexée, cette droite qui dit les choses. C'est pas une droite qui frôle avec le Front National, pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. C'est une droite qui dit les choses. Et après, sur la motion de la droite forte, je vois pas en quoi ce qu'a dit Vincent est choquant de dire que la France a une tradition catholique, une culture catholique. L'inscrire dans la Constitution pour un pays laïque est un peu choquant. Peut-être, bon, ça je suis pas forcément favorable, mais bon, de le dire, ça n'a rien de problématique. Le fait, Guillaume, de voir, parce que c'est une réalité, il suffit d'allumer la télé, dès qu'il y a un débat aujourd'hui, Geoffroy Didier et Guillaume Pelletier sont sur tous les plateaux. Donc ça veut dire quelque part qu'il y a une ligne qui est en train de prendre le dessus. Sur la ligne droitière, j'avais fait d'ailleurs dans le journal toulousain une réponse là-dessus. Il n'y a pas de dérive droitière parce que si on regarde le résultat des motions, les motions centristes recueillent un peu plus de 45% des voix. Donc c'est loin d'être, ils sont loin d'être minoritaires. Et si on y ajoute à ça la boîte à idées, qui est une motion qui a fait moins de 10%, qui a fait je crois 9%, qui est un peu inclassable mais qui a été soutenue par Alain Juppé, notamment Bruno Le Maire, qui ne sont pas les plus gros droitiers qu'on peut rencontrer. Ce sont des gens plutôt centristes modérés. Si on ajoute les motions centristes plus la boîte à idées, ça fait plus de 55, ça fait que 53%. Alors vous avez un problème de communication parce qu'on n'entend que la droite décomplexée finalement. Je sais pas si on a un problème de communication. Il est peut-être plus à l'UMP qu'au gouvernement. Si Geoffroy Didier et Guillaume Pelletier sont invités sur les plateaux et s'ils ont une ligne politique qui plaît aux Français et qui est entendue, c'est tant mieux. Moi, j'y suis favorable. Donc, je crois qu'ils ont beaucoup de propositions intéressantes et il faut les écouter. Et beaucoup de Français, d'ailleurs, notent ces propositions. Et il ne faut pas oublier qu'on a quand même aujourd'hui en France le droit de ne pas se dire centriste et de se dire droite traditionnelle. Donc, je ne vois pas en quoi c'est choquant. Ils ne se disent pas centristes et voilà. Enfin, quoi le problème? Ils assument. Voilà. L'UMP représente beaucoup de partis politiques. L'UMP est rassembleur. Ça rassemble des centristes, des humanistes, des conservateurs, des libéraux, des gaullistes. Donc c'est une grande famille, voilà, et chacun peut s'exprimer. Si en ce moment on les entend plus que d'autres, ça changera. Je crois que c'est sans doute temporaire. Alors messieurs, fini le national, on va terminer sur le local. Toulouse. Alors 2013 va être une année particulière, puisqu'on va entamer le grand marathon des municipales qui auront lieu début 2014. Déjà, comment, de chaque côté, on appréhende cette année 2013 Vincent, avec sérénité? Avec sérénité parce que le travail est fait et le travail a été fait durant ces 5 ans et continue d'être fait. Et puis avec sérénité parce que aussi, et c'est pour terminer sur le débat précédent, quand je parlais de droitisation de l'UMP, on a face à nous des adversaires qui à mon avis ne collent pas aux aspirations des Toulousains. Je pense à Jean-Luc Moudenc sur lequel on avait sorti une campagne au mouvement des jeunes socialistes qui s'était notamment opposé au remboursement à 100% de l'interruption volontaire de grossesse. Ça, ce sont des choses qui à mon avis sur une terre comme celle de Toulouse qui a une tradition centriste et de gauche, c'est des choses qui à mon avis ne plairont pas. Le fait que Jean-Luc Moudenc n'ait pas appelé par exemple à faire barrage au Front National lors des élections cantonales, c'est quelque chose qui à mon avis ne plaira pas non plus aux Toulousains. Le fait que Jean-Luc Moudenc participe comme Guillaume à des manifestations contre le mariage homosexuel aux côtés des jeunes nationalistes ou des jeunes identitaires, ce sont des choses qui ne plairont pas aux Toulousains. Excusez-moi, d'ailleurs, je sais pas où vous les avez. Si, et je les ai vus, et pour ma part je les ai vus, et ils étaient présents. Et ils étaient présents. Dans la manifestation Vincent, il y avait beaucoup de monde, oui. Il y avait beaucoup de familles, des gens calmes. Il y avait beaucoup de familles, mais il y avait aussi ces gens-là, et quand on est un responsable politique et qu'on sait que ces gens-là appellent à participer à la même manifestation, normalement on ne fait pas ce choix-là. Donc moi, si je citais ça, c'était simplement pour aussi le faire savoir aux Toulousains, quand on a Jean-Luc Moudenc qui est très présent sur le terrain et qui essaye d'avoir plusieurs visages, je voulais qu'on sache, et je veux que les Toulousains sachent que son vrai visage, c'est celui-ci, c'est celui d'un homme qui n'est pas du tout un homme centriste et humaniste comme il se revendique, mais bien un homme d'une droite décomplexée du type de Jean-François Copé et de ses pains au chocolat qu'assume si bien apparemment Guillaume.
Alors, Bien, bon, ça c'est au moins le débat est lancé. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais là aussi, c'est pareil, c'est un écran de fumée pour masquer l'échec de Pierre Cohen. Avant de répondre, tout ce qui a été dit, oui. Guillaume, juste la question que j'ai posée au démarrage à Vincent, c'était de dire 2013, qui va être l'année de la campagne municipale, vous l'appréhendez comment ? Ça va être une campagne où nous, opposition municipale, avec Jean-Luc Mouninck, avec l'association Toulouse Avenir, avec l'UMP, avec tous nos amis de la droite et du centre, il va falloir préparer un projet. Je crois que c'est important. Jean-Luc Mouninck le prépare depuis des années, mais il va falloir le finaliser. Ça, c'est le premier point. Et il va falloir aussi préparer donc cette élection de 2014 en rassemblant les Toulousains. Et ce que ne fait pas peut-être, mais bien sûr, il faut d'abord rassembler à droite pour aller voir les Toulousains. Mais bon, Jean-Luc Mouninck, moi je ne vais pas revenir sur toutes les attaques qui ont été faites sur Jean-Luc Mouninck, la plupart sont mensongères, mais je crois que Jean-Luc Mouninck participe. L'opposition au remboursement de l'IVG, par exemple. Il a le droit d'avoir son sensibilité, on va dire. Oui, c'est pas mensonger. Non, mais c'est pas mensonger. Je vois pas en quoi c'est d'extrême droite de voter ou même de droite conservatrice de voter là-dessus. Bon, après sur la manifestation pour tous entre guillemets, on a participé à cette manifestation. J'y ai participé également. Il n'y avait pas des militants d'extrême droite, ou en tout cas peut-être il y en avait. Il y avait tellement de monde, il y avait peut-être un ou deux qui passaient là. J'en sais rien. Il a le droit de participer à cette manifestation. Il y avait des gens qui étaient centristes, il y a même des gens de gauche d'ailleurs qui ont participé à la manifestation dimanche à Paris. Bon, alors ça c'est pas très intéressant. Moi ce que je veux c'est parler du bilan de Pierre Cohen. Ça il faut en parler parce que c'est facile de lancer des contre-feux, mais il faut parler quand même. Il va falloir mettre Pierre Cohen devant son bilan et c'est ce que nous voulons faire jusqu'en 2014 et parler aux Toulousains, dire vraiment aux Toulousains voilà ce que Pierre Cohen a fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou non, tout simplement. Voilà. Et on va en parler. Aujourd'hui, Vincent, l'une des grosses attaques qui est formulée, c'est tous ces travaux qu'il y a à Toulouse, qui sont notamment liés au tramway, après la rue Alsace, etc. Aujourd'hui, nous avons le tram Garonne. La réponse du maire de Toulouse, c'est de dire aujourd'hui, j'assume ce qui n'a pas été fait avant. C'est votre réponse, Vincent ? Et oui, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, ces travaux, c'est l'image d'une ville qui change. Pour faire changer une ville, pour faire évoluer une ville qui était endormie, il faut passer par là. Je ne prendrai que l'exemple de la rue Alsace-Lorraine, puisque vous en parlez. Quelques mois avant les élections, Jean-Luc Mouninck avait passé un petit coup de béton et un petit coup de peinture pour essayer d'avoir une réalisation à ajouter à son bilan. 6 mois plus tard, c'était une rue qui était complètement détruite, c'était une rue qui n'était plus du tout à l'image et à la hauteur de ce qu'est une ville comme Toulouse. Et quand il a fallu la reprendre, bien évidemment, il a fallu faire tous les réseaux en souterrain qui dataient de parfois jusqu'à 1900, puis après refaire la rue. Bien évidemment que pour avoir un nouveau visage pour la ville et pour avoir du changement, il faut des travaux. Et alors, Vincent, sauf que l'attaque qui est formulée par l'opposition aujourd'hui, c'est de dire le tram Garonne, par exemple. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Voilà, c'est ça la question. Oui, on en a besoin. Oui, on a besoin d'une offre de transport en commun qui soit beaucoup plus grande. Le choix de mettre tous les moyens dans le métro n'a pas permis à une ville comme Toulouse, qui est une ville qui est très étendue, qui est très peu dense, d'avoir un réseau qui maille complètement le territoire. D'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres. Toulouse est une des villes dans laquelle on utilise le plus la voiture. Et aujourd'hui, il faut inverser cette tendance-là. Pour pouvoir inciter les Toulousains à utiliser les transports en commun, il faut qu'il y ait une offre de transport en commun qui soit complète et cohérente. Il y a le tram Garonne, il y a le projet d'aérotram, il y a le prolongement de la ligne B jusqu'à la Beige, il y a le développement des bus à haut niveau de service à travers tout le territoire pour permettre justement... Le débat est chaud là. Hein. Le débat est chaud, mais parce que le débat n'a pas été posé avant aussi. L'UMP avait fait un choix qui était celui du métro. Le métro a un avantage, c'est qu'il passe sous terre, et vu qu'il passe sous terre, ça dérange personne. Le problème étant, c'est qu'aujourd'hui, il n'avait pas souhaité poser le débat sur le partage de l'espace public. Moi, je ne connais pas un Toulousain qui, lorsqu'une rue est piétonnisée, vient me dire « elle était mieux avant quand il y avait des voitures ». Bon, ben, justement, la stratégie qui était celle de l'UMP à l'époque, c'était de dire voilà, on a un projet, si trop d'habitants dans le quartier se mettaient à gueuler, hop,
ont retiré le projet. Et c'est comme ça que cette ville s'est endormie. C'est parce que finalement c'était une politique clientéliste qui n'avait pas de vision sur l'ensemble de la ville. Mais aujourd'hui c'est une nécessité que de développer les transports en commun. Et tous les gens qui sont bloqués le matin sur la rocade le savent très bien. Si on ne change pas de politique de transport, on va droit dans le mur. Alors pourquoi cette critique sur les transports, qui est la critique numéro 1 qui est portée aujourd'hui? Il n'y a pas que celle-là, j'en aurais beaucoup. Je vais parler alors de ça. Je crois que sur les transports, il y a un manque complet de vision et de grands projets. La ligne G est un projet... Tout le monde est visionnaire, au moins. La ligne G est un projet complètement inutile. 3 km 3 pour transporter personne qui va être en déficit d'exploitation chronique. Et ça, le tribunal administratif de Toulouse l'a relevé dans sa décision parce que les travaux ont été suspendus par le tribunal administratif. Le Conseil d'État a réformé cette décision, c'est vrai. Mais il faut le dire, ça fait de l'unanimité dans le quartier, bien évidemment. Contre elle, cette ligne, c'est une ligne qui ne va servir à rien, sachant qu'en plus, elle dessert déjà 2 points qui sont desservis par c'est classique, Guillaume. Quand il y a des travaux, tout le monde est contre. Je veux dire, non, mais qu'il y ait des travaux importants comme la ligne B du métro, qui est une ligne qui est utilisée de manière importante, qui transporte énormément de gens, de plus en plus d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec une ligne de 3 km 3 de tramway, qui est finalement, c'est le tramway gadget, c'est la ligne G, la ligne gadget, voilà, tout simplement. Et il n'y a pas que ça, il y a le BHNS à l'Ardenne, qui fait l'unanimité aussi contre lui, qui va défigurer tout un quartier. Et j'ai entendu... Guillaume, l'adjoint au maire, Régis Godec, donc, qui est le responsable de ce secteur de l'Ardenne, attaque l'UMP en disant que vous en faites une instrumentalisation politique. Voilà, de ce dossier, et qu'il y a un côté manipulation. Quand il y a un dossier qui fait l'unanimité contre lui, qui n'est pas utile, en tout cas qui peut être utile, mais pas comme ça. Pourquoi nous, on doit le dénoncer, c'est tout. Enfin, il n'y a pas d'instrumentalisation. Et j'ai entendu dans un débat sur ce projet-là à l'Ardenne, un élu de la mairie qui disait, mais de toute façon, c'est un ghetto de bourgeois. Qu'est-ce que ça veut dire, un ghetto de bourgeois? Voilà. Et c'est les socialistes. Certains, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Et de dire, finalement, l'Ardenne, ben oui, c'est des gens qui vont voter pour la droite et pour le centre. Donc, finalement, on fait ce qu'on veut. On va leur mettre un bus au milieu. Et finalement, on ne prend pas en compte leur desiderata. Je crois que c'est très grave. Voilà. Et ce bus est quelque chose qui fait l'unanimité. C'est pas une question politicienne. Les riverains, allez à l'Ardenne. Tous, ils vous le diront. C'est pas une question de droite ou de gauche. Alors, ce que Guillaume est en train de dire, c'est qu'on fait plus attention aux bourgeois, on les d'autant mieux en transport qu'on fait attention aux autres habitants. C'est bien. Mais non, ça va pas. C'est pas un bus qui est souhaité par les riverains. Non, messieurs, là on parlait du côté Cohen. Guillaume, du côté de la droite, il faut qu'on y voit clair quand même, puisque aujourd'hui, Jean-Luc Moudingue donc, a dit « moi j'y vais », sauf qu'apparemment, il y a une deuxième personne qui est en train de dire « moi j'y vais », qui est Christine de Veyrac, la députée européenne. On entend aussi René Bouscatel qui y pense. La tête de liste... Je crois que c'est... Ah mais je sais, nous sommes là pour relater. Il faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je crois que Jean-Luc Moudingue, il a été maire de Toulouse maire de la 4e d'Île-de-France pendant 4 ans. Il est aujourd'hui député. Il a été conseiller régional. Il a été conseiller général. Il a été élu de nombreuses fois sur son nom. Christine de Veyrac, avec tout le respect que j'ai pour elle, Monsieur Bouscatel, avec tout le respect que j'ai pour lui, n'ont jamais été élus au suffrage universel, uninominal. C'est un fait. Jean-Luc Moudingue travaille depuis 2008 dans l'opposition avec Toulouse Avenir. Il fait un déplacement par mois dans un quartier. Donc d'ici quelques semaines, il aura fait tous les quartiers de Toulouse. Un déplacement, il fait une journée par mois de 9h à 19h, voire plus tard s'il y a assez de gens, dans un quartier de Toulouse. Il fait ce travail-là. Les autres ne le font pas dans les autres responsables de la droite et du centre, notamment à l'UDI. Donc c'est des personnes de qualité avec qui on doit parler, mais ils n'ont pas vocation à être tête de liste. Ils ne font pas le travail. La question, Guillaume, c'est de dire, est-ce que la question de la tête de liste est tranchée, oui ou non, à droite? Mais elle est tranchée, j'allais dire, de fait. Jean-Luc Moudingue est notre leader naturel de l'opposition. Il l'est depuis 2008, il l'est aujourd'hui. À plus forte raison depuis qu'il est député, c'est évident. Et je crois qu'aujourd'hui, d'une part, il est plus connu que la plupart des gens de droite et du centre à Toulouse, ça c'est un élément, on ne peut pas l'éluder. Et puis ensuite, il a quand même cette expérience et surtout ce travail, le travail qu'il fait depuis des années sur le terrain. Et ça, une fois qu'on a mis ça bout à bout, c'est juste une évidence que c'est notre tête de liste naturelle. Voilà. Alors comment expliquer ce qui se passe aujourd'hui, si c'est le leader naturel? Mais c'est logique qu'il y ait des gens qui aient des envies. Les politiques ont souvent la grosse tête. Jean-Luc Moudingue ne l'a pas, mais d'autres l'ont. Donc des gens qui ont... Napoléon disait le pire en politique,
c'est d'avoir des ambitions qui sont supérieures à ses capacités. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens à droite et au centre qui ont des ambitions démesurées. Être maire de la 4e ville de France, ça se prépare, c'est de l'expérience, c'est du travail, c'est du terrain. Et à mon avis aujourd'hui, il n'y a que Jean-Luc Moudenc qui a cette expérience, voilà, tout simplement. Vincent, comment on regarde du côté du Parti Socialiste ce qui se passe à droite? Non, mais j'ai pas trop envie de m'occuper de ce qui passe à l'UMP. Allez, je vous le demande. Non, mais quand même, j'en dirais un mot, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais quand Guillaume s'intéresse au bilan de Pierre Cohen. Quand Guillaume dit parlons du bilan, ça s'intéresse les Toulousains. Oui, mais on va en parler, j'espère. Quand Guillaume dit que Jean-Luc Moudenc est le leader naturel de la droite et de l'opposition, non, c'est pas le cas, puisque au conseil municipal de Toulouse, comme au conseil de communauté urbaine, comme au conseil régional d'ailleurs, l'UMP est divisé en 2 groupes d'opposition. C'est-à-dire que même entre 9 élus, 10 élus je crois, ils n'arrivent même pas à s'entendre entre 10 élus. Et il n'y a même pas 10 élus qui aujourd'hui dans le conseil municipal soutiennent Jean-Luc Moudenc. Et ils ont même fait le choix de le quitter pour créer un groupe à part. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un leader si naturel et si charismatique que ça. Il y a une autre chose qui me frappe, moi, c'est comment Guillaume souhaite vraiment avoir des professionnels de la politique. Pour lui, ni Christine de Vérac, ni René Bouscatel n'ont les capacités pour être élus, puisqu'il faut avoir été élu et il faut avoir fait de grandes choses, il faut s'être présenté au suffrage universel pour pouvoir être maire de la 4e ville de France. Moi, je les laisse trancher leurs questions entre eux et on verra bien, mais j'en suis pas si certain, si Jean-Luc Moudenc est le candidat naturel de la droite à Toulouse. On verra bien d'ici quelques mois, mais à mon avis, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que le tableau que nous présente Guillaume maintenant. On suivra ça avec intérêt dans les mois qui arrivent. Dernière question, messieurs, justement, le bilan. Comment on le note du côté de l'UMP? Ça, c'est le plus important parce que les cuisines politiciennes, finalement, les Toulousains s'en fichent, les Français plus généralement. Non, mais par contre, les têtes de liste qui vont se présenter, on sait très bien que les Toulousains vont s'y intéresser. Bien sûr, et quand on parle aux Toulousains de l'opposition, c'est Jean-Luc Moudenc qui apparaît. Enfin, ça, c'est évident. Bon, enfin, passons, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, au niveau du bilan, moi, je dirais qu'il y a 3 choses. Il y a la dégradation des finances de la ville. Il y a les transports, on en a parlé tout à l'heure, où finalement il n'y a pas vraiment de grands projets, il n'y a pas peut-être de 3e ligne de métro qui est en réflexion, il n'y a pas de grande ligne de tramway qui est en réflexion, à part la ligne G qui a été faite, la sécurité. Voilà, c'est ces trois points moi, que je voudrais noter. Les finances publiques, il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été rendu il y a quelques semaines sur la période 2006-2010. Où il est noté que la gestion sous Jean-Luc Moudenc, quand Jean-Luc Moudenc était maire, était saine. Et aujourd'hui, il a été noté ce chiffre très important, le financement propre de la municipalité était de 259 millions en 2006. Aujourd'hui, il est plus que de 138 millions. Et Joël Carreras, je terminerai par là sur cet aspect-là, Joël Carreras, adjoint aux finances, a dit le 6 octobre à la Dépêche, l'ancienne municipalité, je cite, l'ancienne municipalité a constitué un stock de réserve de 140 millions d'euros. Nous l'avons utilisé et nous allons désormais emprunter. Voilà. Donc l'emprunt est de retour à Toulouse. Toute la gestion saine qui avait été celle de Jean-Luc Moudenc a été balayée et maintenant l'emprunt est de retour. Oui, alors Vincent répondra, mais il faut quand même être juste, Guillaume. Certes, jusqu'à présent, on était toujours dans le dogme de la dette zéro. Si, enfin, c'est la bonne gestion. On peut le voir comme ça, mais Pierre Cohen, même s'il ne l'avait pas utilisé jusqu'à présent, n'avait pas caché en 2008 que pour lui, la question de l'endettement n'était pas tabou. Si j'avais bien suivi et bien lu les programmes à l'époque. Donc c'est pas une surprise. Non mais c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, mais il faut le dire aux Toulousains, c'est-à-dire que l'argent que la municipalité avait mis de côté pour épargner notamment, et d'ailleurs l'épargne de la municipalité permettait d'investir. Aujourd'hui, là, il y a une chute importante des investissements de la ville. Et ça, il faut le dire aux Toulousains, la dette est de retour. Vous êtes d'accord, enfin le Parti Socialiste est d'accord avec ça. Peut-être que tous les Toulousains ne le sont pas. Vincent, qu'est-ce qui se passe avec cette dette? C'est faux. D'une part, il faut démystifier le fait que l'UMP ait eu le dogme de la dette zéro. Il n'y avait pas de dette zéro à Toulouse. Le SMTC est aujourd'hui à hauteur de 1,3 milliard. On a fait 2 lignes de métro. Quand la ville de Toulouse est quasiment le seul contributeur d'un syndicat mixte de transport en commun qui est les transports pour la ville de Toulouse, c'est plus ou moins, on peut le dire, une dette qui était déplacée. Il y avait le financement du métro, voilà, enfin il y a eu des explications. Enfin voilà, il n'y avait pas de dette zéro à Toulouse. Les Toulousains sont endettés.
Et aujourd'hui, sur le budget de la ville de Toulouse, et si je peux continuer, quand Guillaume parle de dégradation des finances publiques, je crois que c'est complètement mensonger. Bien sûr que oui. Joël Carreras a dit non. La Chambre régionale des comptes dit d'ailleurs que la charge de la dette du SMTC pèse très lourdement sur les finances de la ville, et que le fait que la ville de Toulouse ait choisi comme priorité les transports et apporter une participation supplémentaire au SMTC a permis notamment d'éviter une privatisation qui était très certainement dans les cartons du côté de l'UMP. Alors on a bien simplement la réponse. Voilà. Simplement une chose. Quand il dit qu'il n'y a pas de grands projets à Toulouse, ce n'est pas vrai. Il y a des projets dans cette ville qui vont permettre à Toulouse de devenir une véritable métropole européenne. Je pense au parc des expositions, je pense à la rue Alsace, je pense à tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, à la création de la communauté urbaine, je pense à tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, Toulouse a enfin des outils, des véritables outils et des véritables moyens pour concurrencer d'autres grandes villes européennes avec qui on veut se battre pour pouvoir se développer. Et puis quand il parle d'un bilan qui est mauvais, écoutez, moi je vois tous les jours, et je suis né dans cette ville, je vois tous les jours une ville qui change. Je vois par exemple l'état dans lequel les écoles ont été laissées par l'UMP, qui nous ont obligés à mettre 60 millions d'euros sur 3 ans pour rénover des écoles qui étaient dans des états indignes pour des enfants. Je vois une ville qui était sale, et sur laquelle nous avons mis beaucoup de moyens pour pouvoir permettre de rendre la ville plus propre. Aujourd'hui, ce n'est pas une ville propre, mais c'est une ville beaucoup plus propre que ce qu'elle était avant, parce qu'il y a plus de moyens, plus de personnel sur cette question-là. Sur la question de la sécurité, la création de l'office de la tranquillité, le fait que nous ayons redéployé la police municipale sur l'ensemble de la ville, alors qu'à l'époque de Jean-Luc Moudenc, la police municipale ne patrouillait qu'en centre-ville. Tout ça, ce sont des choses qui ont été faites pour apaiser la ville. Et les médiateurs de l'office de la tranquillité qui sont sur le terrain pour aller à la rencontre des habitants qui ont des problèmes, ça aussi, ce sont des choses qui ont été faites pour améliorer la sécurité des Toulousains. Donc, voilà. On a bien compris, le bilan est là, et donc pour terminer ces projets structurants dont vous parliez, il faut un deuxième mandat. On a bien compris. Il faut un projet aussi pour le deuxième mandat. Guillaume, on termine sur... Il y a une grosse différence, il y a un fossé, j'ai envie de dire, entre la réalité de ce que vivent les Toulousains et ce que nous disent les responsables socialistes et le maire de Toulouse notamment. La propreté, ça me fait rigoler. La propreté n'a pas été améliorée très loin de là. Ça tous les Toulousains peuvent en juger quand ils sortent de chez eux. La sécurité, là aussi, dramatique. Il n'y a jamais eu autant de faits d'insécurité à Toulouse qu'aujourd'hui. On a quand même... Avec le gros débat qui existe entre Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc sur la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, c'est évidemment quelque chose de très important. Pierre Cohen s'y refuse pour des raisons dogmatiques. C'est l'idéologie du Parti socialiste. C'est une idéologie qui doit se respecter, mais les Toulousains doivent le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pierre Cohen refuse d'améliorer la sécurité par le biais des caméras. Qu'il y ait des policiers municipaux qui se soient répartis sur la ville, très bien, mais ce qu'il fallait faire, c'est en embaucher plus. Quand Pierre Cohen est arrivé au pouvoir, il y avait des embauches qui avaient été prévues par Jean-Luc Moudenc, elles ont été supprimées. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Sur beaucoup de points, sur la rue Alsace, fait 3 ans qu'elle est en chantier, il y en a la moitié qui est faite. Bon, je crois que ça c'est important à dire, les Toulousains s'en rendent compte. Effectivement, c'est quelque chose qui devrait être fait, je suis tout à fait d'accord. Mais quel temps on a perdu avec Jean-Luc Moudenc qui avait préparé un projet, tout ça a été arrêté. Et il y a eu beaucoup d'ailleurs de frais qui ont été donnés au cabinet d'architectes et d'urbanistes qui avaient travaillé sur ce projet. Le projet est quasiment le même que celui qui avait été proposé par Jean-Luc Moudenc. Tout ça a été arrêté, on a perdu 1 an ou 2. Voilà, et donc aujourd'hui on voit le retard. Et sur beaucoup de sujets, il y a du retard, et sur beaucoup de sujets sur la sécurité, les résultats ne sont pas là. C'est pas que les résultats ne sont pas là, c'est qu'il n'y a pas de résultats. Et même, on régresse sur la sécurité et sur la propreté. En tous les cas, merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. On aura l'occasion de vous revoir tout au long de la campagne qui vous attend en 2013. Merci encore et à très bientôt sur la Web TV du Journal Toulousain.